Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako, il est 13 heures. Le journal, Ibrahima Traoré. À la une de ce 13h dimanche, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, les autorités multiplient des actions pour venir en aide aux populations vulnérables. C'est le cas, par exemple, avec une délégation du CNT qui est à Bandiagara et la ministre de la Santé et du Développement social en déplacement dans la région de Bougouni. Reportage à suivre dès le début de cette édition. Les orientations des élèves admis au DEF, diplôme d'enseignement fondamental, sont disponibles. Ils sont orientés dans combien d'établissements et vers quel ordre d'enseignement? Dr Jakaria Kone, directeur de la cellule de planification et de statistique du secteur de l'éducation, sera en direct dans ce studio pour nous en dire plus. Autre invité de ce 13h dimanche, Mahamadou Sanogo, il est secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Lui nous parlera de la 4e édition de la semaine commerciale du Mali qui se tient actuellement à Bamako. Il nous fera le point de cet événement qui a été prolongé d'une semaine. À suivre également toute l'actualité internationale dans cette édition. Et puis, le journal des sports, ce sera avec vous, Famourou Djourté. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? 4 disciplines sont au menu de la page sport: le football, le basketball, le rugby et la boxe. En basketball, le Stade Malais de Bamako a remporté les 2 trophées de la Coupe du Mali. On parlera de la Ligue africaine de football. Les 2 demi-finales allaient se jouer ce dimanche. L'Afrique du Sud est sacrée championne du monde en rugby à 15. Et bien évidemment, il sera question de ce combat que tout le monde attendait entre le Britannique Tyson Fury et le Camerounais Francis Ngannou. L'actu des sports dans une vingtaine de minutes. À ne pas manquer avec Famourou Djourté. Focus santé de ce dimanche porte sur l'anémie. Rendez-vous en fin de journal avec Koumba Sissé pour en savoir davantage. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite, le journal. Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, une délégation du Conseil national de transition est à l'intérieur du pays pour venir en aide aux populations vulnérables. À Bandiagara, la mission a remis 200 kits alimentaires aux familles nécessiteuses, un geste de générosité du président du CNT, colonel Malik Diaw, qui vise à atténuer la souffrance des populations. On en sait davantage depuis Mopti avec Bemba Sibi. L'une des plus grandes richesses de l'humanité est la solidarité pour l'épanouissement de chacun dans le respect de nos différences. Cette richesse, le Conseil national de transition y tient. C'est pourquoi, à la faveur du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, l'organe législatif a fait don de 200 kits alimentaires à 200 familles vulnérables de Bandiagara. Amé Founé Mahalmadan, 4e vice-président du CNT. Le geste d'aujourd'hui est le témoignage de notre solidarité à l'égard des populations meurtries par les attaques barbares, injustes et inhumaines. Nous voulons manifester notre solidarité, non pas en restant là-bas. Nous avons voulu être physiquement à vos côtés ici. Je souhaite aussi, au nom du CNT, vous demander votre soutien indéfectible en faveur de nos forces de défense et de sécurité. Ce geste de solidarité venant du président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw, va contribuer à atténuer la souffrance de ces familles. Salif Abdou Sissé, bénéficiaire. Je n'ai pas les mots à l'endroit des donateurs. C'est la première fois que nous recevons de telles quantités de dons. La solidarité, au-delà des mots, ce sont des actes comme celui que vient de poser le Conseil national de transition au bénéfice de certaines couches vulnérables de Bandiagara. Mopti, Bemba Sibi, Souleymane Tepsougué pour l'ORTM. Solidarité toujours, 200 kits alimentaires remis par la ministre de la Santé et du Développement social à des personnes démunies de la région de Bougouni. Colonel Assaba Diallo Touré a également visité certaines structures de santé de la région. On en sait plus avec Salimata Dao et Aboukone, nos envoyés spéciaux. Pour le mois de la solidarité, chaque Malien compte. Ce 27 octobre 2023
Les populations vulnérables de Bougouni reçoivent leur part de vivres de la part de l'État. Un geste de solidarité perpétué depuis 28 ans. Général de brigade Keba Sangaré, gouverneur de la région de Bougouni. C'est le lieu pour moi d'exprimer toute ma gratitude au président de la transition, chef de l'État, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, pour son engagement en faveur de la stabilité du pays et l'action humanitaire à travers les œuvres sociales. La remise concerne 200 personnes en situation de vulnérabilité. Colonel Assa Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Ces vivres, 200 kits composés de 50 kg de mil, 200 bidons de 5 litres d'huile et 200 cartons de pâtes alimentaires sont répartis entre les 5 cercles de la région de Bougouni, à savoir Bougouni, Kolondjeba, Yanfoïla, Selengue et Ouelessebougou. Ils sont destinés nominativement aux personnes démunies recensées. À la réception de ces denrées de première nécessité, les bénéficiaires affichent leur satisfaction et reconnaissance à l'endroit des autorités. Le ministre de la Santé a visité les centres de santé pour apprécier leurs conditions de travail. D'abord, l'unité de recherche clinique de Ouelessebougou. Elle constitue un dispositif très important dans le système sanitaire malien, mais également africain. Professeur Alassane Diko, responsable de l'unité de recherche clinique de Ouelessebougou. C'est un centre qui a contribué au développement des 2 vaccins contre le paludisme. Les difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est de synergiser un peu nos efforts davantage pour que le Mali se positionne aussi et tire avantage de la recherche. Par exemple, si nous prenons le vaccin R21, les recherches sont en train d'être faites ici, au Mali, au Burkina Faso, au Kenya, en Tanzanie, mais les gagnants ont été prompts, ils ont offert la possibilité de créer une usine là-bas pour fabriquer le vaccin. Donc le Mali peut faire la même chose. Dans les centres de santé de référence, le ministre a noté des atouts, mais aussi pas mal de difficultés dans leur fonctionnement. Dr Abdourahmane Diko, médecin-chef du centre de santé de référence de Ouelessebougou. Sur les 2 salles, il y a une salle où il n'y a pas vraiment de table, il n'y a pas de scope. Donc là où il y a le matériel, il est défaillant. On est en train de construire une nouvelle maternité à nos propres frais. Dans ce nouveau bâtiment, il va y avoir une salle de pré-travail et une salle de travail. Dr Mala Silla, médecin-chef du centre de santé de référence de Bougouni. C'est un centre très exigu. En plus de ça aussi, on a des insuffisances en personnel spécialisé. Les spécialistes, traumatologie et puis les chirurgiens aussi généralistes. Nous avons aussi une difficulté aussi en personnel de sages-femmes et d'anesthésistes, surtout réanimateurs. Les agents de santé ont apprécié les échanges avec le ministre qui aboutiront peut-être à la prise en charge de leurs doléances. 13h08 sur nos antennes. Les élèves admis au 2EF session de juin 2023 sont fixés sur leur sort. Les orientations sont disponibles depuis hier. Elles sont diffusées sur différentes plateformes numériques, notamment sur le site web du ministère de l'Éducation nationale. On en parle avec Dr Jakalia Kone. Il est directeur de la cellule de planification et de statistique du secteur de l'éducation. Monsieur Kone, bonjour. Bonjour, monsieur Traoré. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, l'orientation des élèves a pris du retard. Pour quelles raisons? Merci, M. Traoré. Et effectivement, nous accusons un peu de retard cette année par rapport à l'année dernière. Les raisons sont toutes simples. Et entre autres, il faut considérer que le processus des examens même de fin d'année est en même temps géré à la fois que les orientations par les mêmes acteurs. Si bien que nous sommes obligés très souvent d'attendre d'abord que le processus des examens finisse totalement pour tous les ordres et types d'enseignement afin de passer aux orientations parce que, comme je l'ai dit, c'est les mêmes acteurs. Et cela, ok, allez-y. Voilà, la première raison. Une autre raison, c'est que nous avons eu cette année des difficultés à mobiliser les ressources. Parce que le processus des orientations, faut-il le rappeler, est un processus qui démarre dans les régions. Et l'école au Mali étant gérée en mode décentralisé, les orientations, comme on le dit, commencent de façon initiale dans l'ensemble des circonscriptions académiques du pays. Et cela n'a aucun impact sur les élèves? Nullement. Et combien d'élèves sont concernés par cette orientation? Ils sont cette année 72 688
candidats admis réguliers. Je précise bien admis réguliers pour la simple raison que les 2398 candidats libres qui s'ajoutent à ce nombre-là ne sont pas orientés parce qu'ils sont plus âgés de 20 ans. Alors quel sort réservez-vous Le sort, généralement, il s'agit de les accompagner très souvent à faire des petits métiers dans le cadre de la formation professionnelle. Très bien. Et ces élèves sont dirigés vers quels ordres d'enseignement et dans combien d'établissements publics et privés Oui, les 72 688 élèves admis sont répartis, comme vous l'avez dit, entre les établissements publics et qui ont d'abord la priorité sur la base de leur capacité d'accueil qui nous remonte depuis les académies et aussi entre les privés. Mais au niveau des privés, il y a ce qu'on appelle le secondaire général, le secondaire technique professionnel et aussi l'agropastoral. Donc c'est tout ce beau monde-là constitué d'établissements de différentes filières et qui constituent aujourd'hui dans le fichier 2539 et sur la base desquels on fait un tri et au terme donc des orientations dont les résultats ont été publiés hier, 869 établissements ont été dotés. Très bien. Et ces orientations, c'est selon le vouloir du pouvoir public ou les ambitions ou le vouloir des élèves eux-mêmes? La plupart du temps, nous tenons compte du choix de l'enfant pour assurer en tout cas la continuité éducative et permettre à l'enfant de pouvoir étudier dans des conditions de sécurité et sans problème. Et combien tout cela coûte à l'État? Pour ce qui concerne cette orientation initiale, les 72 688 élèves étant repartis avec un pourcentage plus élevé accordé au privé, qui, il faut le reconnaître, a quand même le nombre d'effectifs, le nombre d'établissements le plus élevé. Cela va coûter à l'État la bagatelle de 6 322 millions. Très bien. Et le pays, nous le savons, traverse une situation assez particulière, marquée notamment par l'insécurité par endroits. Est-ce que ce paramètre a été pris en compte? Tout à fait. Comment? Et dans certaines parties du territoire où l'accalmie sur le front ne permet pas la continuité éducative, nous avons développé des stratégies alternatives. Ces stratégies alternatives consistent pour la plupart du temps à comment on appelle, recruter des enseignants volontaires qui résident dans la localité, qui sont donc acceptés dans le milieu et qui essaient de donner le minimum éducatif. Bien entendu, avec la supervision des services déconcentrés qui sont les académies et les CAP, qui très généralement rabattent vers les zones où les conditions de sécurité permettent d'assurer à distance le suivi et la continuité pédagogique, en tout cas des écoles. Monsieur Dr Djakalia Kone, je rappelle que vous êtes directeur de la cellule de planification et de statistique du secteur de l'éducation. Merci encore une fois d'être passé. Merci, M. Traoré. La 4e édition de la SECOMA, semaine commerciale du Mali, se tient au parc de la Foire des expositions de Bamako depuis le 14 octobre dernier. Commerçants et industriels exposent sur place des produits made in Mali. On en parle avec le second invité de ce 13h dimanche, M. Mahamadou Sanogo. Il est secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. M. Sanogo, bonjour. Bonjour, mon frère Traoré. Alors, nous apprenons que la SECOMA est prolongée de quelques jours. Pourquoi cette prolongation? Effectivement, je dois dire qu'il s'agit de la première édition de la semaine commerciale du Mali SECOMA. Ok. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali l'organise sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce. Et elle est parrainée par son Excellence, Monsieur le Président de la transition, colonel Assimi Goïta. Compte tenu du fait que la cérémonie officielle d'ouverture a eu lieu le 24, tous les jours nous sommes interloqués par les exposants et même des simples visiteurs souvent sur la question de prorogation. Mais il faut quand même dire que nous avons organisé une enquête de satisfaction sur le site en procédant par un sondage. Et les exposants ont manifesté la nécessité de proroger la foire au moins d'une semaine à 90%. À 100%, les exposants sont satisfaits de l'organisation de la foire. Très bien. Alors, vous accueillez combien d'exposants et que peut-on trouver sur place essentiellement? Aujourd'hui, nous avons environ 500 exposants
venant de 7 pays. Vos attentes sont comblées à ce niveau? Les attentes sont en effet comblées. D'accord. Parce que la foire est dédiée au mois du consommé local institué par l'Union économique ouest-africaine, l'UEMOA. Et donc notre objectif, c'était surtout la promotion de nos produits locaux. Pourquoi ce choix de promouvoir nos produits locaux en ce moment précis? Monsieur Traoré, nous sommes partis sur la base des conclusions du forum économique que nous avons organisé à Ségou avec la participation de tous les acteurs économiques du Mali. Et l'une des recommandations fortes de ce forum était la promotion, assurer la promotion de nos produits locaux. Et cette foire se situe dans ce sens. D'accord. Et sur le site, que peuvent trouver les visiteurs essentiellement? Les visiteurs peuvent trouver essentiellement nos produits locaux avec les petits transformateurs dont les stands ont été subventionnés. Les produits de nos grandes unités industrielles et même les unités qui ont été reprises récemment par l'État, le MPP par exemple, la Comatex aussi. Mais nous avons surtout la présence des produits agricoles transformés du Mali et de certains pays voisins. D'accord. Au-delà de l'exposition, quelles autres activités se tiennent sur le site? Toujours en répondant aux recommandations du Forum de Ségou, à chaque fois que nous sommes dans les manifestations, l'animation du secteur économique, nous nous faisons accompagner par la réflexion, la recherche, les discussions. Et donc nous avons prévu 3 thématiques courant cette fois. Et les thématiques sont relatives au développement de nos secteurs, à la transformation de nos produits, à faire en sorte que notre pays soit moins dépendant de l'importation et surtout la problématique aussi du financement des PME-PMI. D'accord. Alors, est-ce que le public est au rendez-vous? Oui, nous pouvons dire oui, parce que nous sommes de 3 000 à 6 000 visiteurs par jour. Au moins 3 000, maximum 6 000. En termes de chiffre d'affaires, quelles sont vos attentes? Monsieur Traoré, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali doit dire que l'objectif n'est pas tout à fait pécuniaire, mais surtout promotionnel. D'accord. Créer ces cadres appropriés, assainis, sécurisés pour les opérations d'achat-vente. Assurer la promotion de nos produits et assurer la disponibilité des produits et qu'ils soient accessibles aux populations de Bamako et environ. Un dernier message particulier à lancer avant de vous laisser partir, M. Sanogo? Vous invitez vous-même personnellement à visiter plusieurs fois pendant la semaine supplémentaire la foire. Merci. Invitez la population en les rassurant que les exposants sont là, les produits sont là et qu'ils doivent plus de visites. Nous avons rendu moins cher les stands. Nous avons subventionné des stands. Nous avons accordé des stands gratuits à certaines unités industrielles et même aux femmes des camps. Nous avons été surpris qu'il y a des femmes battantes qui assurent la transformation des produits dans des camps, qui ont bénéficié des stands gratuits. Et donc, appeler la population à visiter ces stands et profiter de l'opportunité jusqu'au 5 novembre à minuit. Merci beaucoup, M. Mahamadou Sanogo. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Encore une fois, merci d'être passé par là. Merci, mon frère Traoré. Actualité hors de nos frontières à présent, le chancelier allemand entame une visite ce dimanche pour la 3e fois en Afrique depuis son entrée en fonction il y a moins de 2 ans. Olaf Scholz visite le Nigeria et le Ghana. Le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, voilà, j'y parviens, lui aussi se rend à partir de demain lundi en Tanzanie et en Zambie, 2 déplacements qui illustrent l'intérêt grandissant de Berlin pour le continent africain. Lassina Keita nous explique les enjeux de ces déplacements. C'est un double déplacement pour un même objectif, ouvrir un nouveau chapitre dans la coopération avec l'Afrique. La visite du chancelier allemand Olaf Scholz au Nigeria et au Ghana et celle du président Frank-Walter Steinmeier en Tanzanie et en Zambie illustrent parfaitement cette volonté de Berlin. Pour la 3e fois, le chancelier allemand se rend sur le continent depuis son entrée en fonction.
Une visite qui intervient 3 semaines avant un 4e sommet du G20 sur les investissements en Afrique prévu dans la capitale allemande. Au cours de cette visite, il abordera avec ses hôtes plusieurs questions relatives à l'économie, à la migration, à la politique régionale. Le modèle énergétique allemand menacé après la fin des livraisons du gaz russe oblige Berlin à multiplier les contacts avec d'autres pays. En plus du pétrole que l'Allemagne importe au Nigeria, d'autres matières seront concernées dans les jours à venir face à la prudence des milieux économiques allemands. Olaf Scholz visitera un centre migratoire germano-nigérian. Il s'agit d'un côté du rapatriement des demandeurs d'asile déboutés, de l'autre d'ouvrir des possibilités pour l'accueil d'une main-d'œuvre qualifiée dont l'Allemagne a besoin. La bonne formation dont bénéficient les informaticiens ghanéens intéresse aussi Berlin. Autre grand sujet au menu de ce déplacement Ibrahima Traoré, c'est la politique régionale. Olaf Scholz doit rencontrer, après les chefs d'État du Nigeria et du Ghana, le président de la commission de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un déplacement aux saveurs diplomatiques et économiques en Afrique au moment où la géopolitique est très mouvementée. Voyons à présent le tour d'horizon de l'actualité internationale avec vous, Bourama Traoré. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Commençons par la Côte d'Ivoire où le président sénégalais Macky Sall s'est entretenu hier avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara à Abidjan. Au menu de leur entretien, les bonnes relations qui existent entre les deux pays dans un contexte d'instabilité sous-régionale. Le président Alassane Ouattara s'est félicité des liens particulièrement étroits entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Les deux États sont toujours en phase et cela a été vérifié partout, a conclu le dirigeant ivoirien. De son côté, le président Macky Sall a vanté lui aussi la parfaite entente entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Cette convergence parfaite, dit-il, se ressent sur le plan économique, politique, d'intégration à travers l'UEMOA, la CEDEAO et l'Union africaine. Le président sénégalais devait quitter ce dimanche dans la matinée la Côte d'Ivoire. Et suivons justement le président sénégalais pour partir au Sénégal où il est question de l'arrestation vendredi d'Amadou Ba, membre du directoire du parti d'opposition PASTEF d'Ousmane Sonko. Il a été arrêté à la sortie d'une émission de la télévision privée Sen TV à laquelle il a participé vendredi soir. Selon ses avocats, pour le moment, aucun motif d'arrestation n'a été divulgué. Hier après-midi, l'opposant politique était toujours à la section recherche et les motifs de son arrestation ne lui avaient toujours pas été notifiés par les gendarmes, a indiqué son conseiller dans un communiqué. C'est encore une atteinte aux droits politiques des citoyens, conclut-il. Toujours au Sénégal, Bourama Traoré, le calife de Touba interdit toute activité politique pour la présidentielle de février 2024. Ce ne sont pas seulement les meetings, les caravanes ou les rassemblements politiques qui sont interdits à Touba. Le calife général de Mouride a également décidé de fermer ses portes aux candidats de l'élection présidentielle du 25 février prochain. Selon son porte-parole qui a annoncé ces mesures, le calife général est très occupé pour recevoir les différents candidats qui voudraient lui rendre visite. Des visites que les hommes politiques et femmes, des hommes et femmes politiques sollicitent souvent en période de pré-campagne électorale pour avoir la bénédiction de l'homme de Dieu. Le calife avait évoqué la possibilité d'interdire le vote dans la cité religieuse, mais finalement, il est revenu sur cette décision pour ne pas perturber les électeurs déjà inscrits. Au Kenya, des partis d'opposition d'Afrique de l'Est et de l'Ouest se réunissent pour créer un réseau. Il s'agit des partis d'opposition du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Burundi, de la Gambie et du Sénégal. Objectif, construire un pont entre l'Est et l'Ouest pour affronter un problème commun. La plupart des régimes en Afrique utilisent le droit pour s'assurer que leur opposition ne puisse pas travailler ou se présenter aux élections, explique Dorothy Semou, la vice-présidente de l'Alliance pour le changement et la transparence en Tanzanie. Le Sénégal a toujours été un pays stable politiquement, mais aujourd'hui, nous sommes le pays exportateur de réfugiés politiques selon la vice-présidente du parti sénégalais PASTEF, Yacine Fall. On va développer un réseau des partis politiques de l'opposition à travers tout le continent afin de pouvoir réussir cet objectif que les droits politiques soient respectés, conclut Rosa Agathon, président du Conseil national pour la liberté du Burundi. La prochaine étape pour ces réseaux d'opposants est de faire entendre la voix dans les grandes institutions du continent comme l'Union africaine. Au Congo-Brazzaville, fin hier du sommet des bassins forestiers tropicaux
avec l'adoption d'une déclaration finale. Dans cette déclaration, les participants réaffirment leur engagement à coopérer sur les bases d'une feuille de route pour aller vers la construction d'un cadre commun entre les trois bassins. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a plaidé pour la diversification des sources de financement climatique comme mécanisme de gestion durable des massifs forestiers. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a lui mis l'accent sur les liens à resserrer afin que partout dans le monde les armes se taisent pour laisser la place à l'incontournable dialogue. De quoi contribuer, dit-il, à préserver les ressources naturelles mondiales. Autre intervention, celle du président de la transition gabonaise. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a appelé la communauté internationale à soutenir les efforts de son pays à lutter contre la déforestation. Et terminons ce tour d'horizon de l'actualité internationale avec les États-Unis où l'ancien vice-président Mike Pence se retire de la course à la présidentielle de 2024. Tout à fait. L'annonce a été faite hier samedi. L'ancien vice-président de Donald Trump était en difficulté dans les sondages et n'arrivait pas à se faire de la place pour les primaires des républicains. Il était 5e dans les sondages avec à peine 3% des interventions de vote. Mike Pence peinait aussi à récolter des fonds pour financer sa campagne. En annonçant hier son retrait, il a promis de continuer à se battre pour les valeurs conservatrices et à ne pas céder au populisme. Merci beaucoup Bourama Traoré pour toutes ces informations à l'international. Grand meeting pour la Palestine en Turquie. Des dizaines de milliers de partisans du président Recep Tayyip Erdogan se sont rassemblés hier samedi à Istanbul. Au cours de ce rassemblement, le président Recep Tayyip Erdogan a durci le ton contre Israël et s'en est aussi pris aux Occidentaux accusés d'être responsables des bombardements sur Gaza. On en parle avec vous, Mohamed Sangari, bonjour. Bonjour, Mme Traoré. Alors, cette sortie du président turc intervient à un moment où l'armée israélienne mène d'intenses bombardements sur la bande de Gaza. Oui, tout à fait. Recep Tayyip Erdogan exprimé face à une foule pour la première fois depuis le début de l'offensive sur Gaza, au moment où l'armée israélienne, vous l'avez dit, bombarde massivement l'enclave palestinienne. Sans surprise, le président turc a eu des mots très durs contre Israël, accusé de commettre un massacre, des crimes de guerre et non de se défendre à Gaza. Mais son discours était avant tout une charge virulente contre l'Occident, les Européens et ses partenaires qu'il a accusés de soutenir et d'encourager Israël dans son offensive. Le président turc avait d'abord eu une réaction prudente, mesurée, presque équilibrée. Il espérait jouer les médiateurs entre Israël et le Hamas. Il voulait aussi éviter d'abîmer ses relations avec l'État hébreu que la Turquie venait tout juste de réparer après des années de rupture. Mais avec l'intensification des bombardements sur Gaza, cette position est devenue intenable vis-à-vis de sa base électorale et ses alliés politiques, mais aussi pour lui-même en raison de son attachement à la cause palestinienne. Israël a immédiatement rappelé ses diplomates de Turquie afin de réévaluer les relations entre les deux pays, a annoncé le ministre des Affaires étrangères, Ibrahim. Merci beaucoup, Mohamed Sangari, pour toutes ces explications. L'actualité des sports dans quelques instants. Oui, les sports, c'est avec Famboulou Djourté bien installé dans ce studio. Très bien, Ibrahima Traoré. Basketball, le stade malien de Bamako a remporté la Coupe du Mali sur les deux tableaux, dames et messieurs, c'est ça? Oui, les Blancs de Bamako conservent leur trophée de Coupe du Mali en hommes aussi bien que chez les dames. En plus, le stade malien de Bamako, hommes et dames, réalise le doublé Coupe Championnat cette saison. En série dames, les stadistes ont dominé les Djolibis par 74-60. En finale, c'était ce samedi. Sur le tableau masculin, les Blancs de Bamako ont pris le meilleur sur les Scorpions de l'AS Real par 78-65. Pourtant, c'est l'AS Real qui a dominé les deux premiers cartons, 17-15 au premier et 35-33 à la mi-temps. À la reprise, le stade malien appuie sur l'accélérateur, 52-42 pour le stade au terme du troisième quart-temps et 78-65 au finish pour le club de Sotiba. Écoutons Abdul Kassim Ibrahim Fomba, le ministre en charge des sports, à l'issue des deux finales. Il est au micro de Salifou Edrago. C'est une belle finale que nous avons eue, que ce soit dames ou hommes, et nous sommes très fiers d'eux. Et je pense que le sport aujourd'hui, c'est vraiment le vecteur qui réunit et qui a pu rassembler le maximum de personnes. Donc nous sommes très fiers de ça et nous avons une très belle coupe qui s'est faite dans le fair play et nous sommes très heureux par rapport à cela.
Voilà, c'est donc terminé pour cette saison 2022-2023 dont le Stade Malien, hommes et dames, ont raflé tous les trophées. En football, les demi-finales de la Ligue africaine de football se jouent cet après-midi. Oui, ce dimanche à 18h, temps universel, le Wydad de Casablanca et l'Espérance de Tunis s'affrontent dans le cadre des demi-finales de la Ligue africaine de football. Il faut d'abord se souvenir que l'histoire entre ces deux équipes est ponctuée d'événements marquants comme la finale de retour controversée de 2019 en Ligue des Champions et dû à un problème avec l'arbitrage vidéo. Toutefois, ce nouveau match offre à chaque équipe une chance de laisser le passé derrière et de se focaliser sur l'essentiel, car c'est une place en finale pour la toute première édition de cette nouvelle compétition qui est en jeu. Lors du tour précédent, les Marocains ont aisément dominé Enimba du Nigeria 1-0 à l'aller et 3-0 au retour, tandis que l'Espérance de Tunis, malgré une défaite initiale de 1-0, a su retourner la situation contre le tout-puissant Mazembe de la RDC en rapportant le retour par 3-0. Les deux formations tenteront donc de capitaliser sur ce qu'elles ont fait de bien au tour précédent pour prendre une option sur la qualification pour la finale de la manche aller. A noter que le retour se disputera dès mercredi prochain à Rades dans la banlieue sud de Tunis. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et Al Ahly d'Égypte jouent en ce moment. Après 30 minutes de jeu, le score est de 0-0. La rencontre se déroule au Loftus Versfeld Stadium de Pretoria en Afrique du Sud. Le match retour est prévu pour mercredi également, le 1er novembre, s'annonce le 1er novembre 2023. Hors du continent, le premier classico de la saison entre le FC Barcelone et le Real Madrid est remporté 2-1 par le Real. Oui, le roi du Classico n'est ni Cristiano Ronaldo, ni Lionel Messi, encore moins Karim Benzema. Le nouveau roi du Classico s'appelle désormais Jude Bellingham. L'international anglais, 20 ans, a porté le Real Madrid face au FC Barcelone à domicile. Pourtant, c'est le Barça qui ouvre le score dès la 6e minute par Gundogan, qui a profité d'un moment de flottement de la défense madrilène pour tromper Kepa. En seconde période, les visiteurs ont repris du poil de la bête en profitant de l'entrée en jeu de Luka Modric. Jude Bellingham a profité de son premier Classico officiel puisqu'il était là lors de la rencontre qui a opposé les deux formations en pré-saison. Alors il a profité de son premier Classico officiel pour marquer un peu plus les esprits en inscrivant un magnifique doublé. Il a égalisé d'abord à la 68e minute d'une frappe exceptionnelle de 25 mètres. Ensuite, il revient à la charge à la 92e minute pour permettre à son club de s'imposer dans ce Classico. Alors en 255 matchs, toutes compétitions confondues, y compris ce match de pré-saison dont je parlais tout de suite, la Maison Blanche vient d'enregistrer son 103e succès contre 100 pour les Catalans et 52 matchs nuls. Avec cette victoire, le Real Madrid récupère la première place de la Liga avec 28 points, soit 4 de plus que le Barça, 3e derrière Gérone. L'Afrique du Sud est sacrée championne du monde de rugby à 15 pour la 4e fois de son histoire. Oui, en finale, les Sud-Africains se sont imposés 12-11 face aux Néo-Zélandais. Après avoir terminé deuxième de leur groupe derrière la France, pays hôte de la compétition, la Nouvelle-Zélande avait éliminé l'Irlande en quart de finale et l'Argentine en demi. De son côté, l'Afrique du Sud avait terminé aussi deuxième de son groupe derrière l'Irlande et avait éliminé la France en quart et puis l'Argentine et puis l'Angleterre en demi-finale. Avant la finale, les Néo-Zélandais étaient considérés comme les favoris du match, mais les Sud-Africains ont dépassé les attentes. Les Springboks ont battu les All Blacks sur le score de 12-11 et remporté cette 10e édition de la Coupe du Monde à 15. Avec cette victoire, l'Afrique du Sud remporte son 4e titre mondial et son 2e d'affilée en 8 participations. La Nouvelle-Zélande, 3 fois championne du monde, a été battue dans une finale du mondial pour la 2e fois dans son histoire après l'édition de 1995, à chaque fois par l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui est d'ailleurs la première nation mondiale au classement World Rugby, une place qui a été détenue par l'Irlande au coup d'envoi du mondial 2023. Autre sensation, Francis Ngannou était à 2 doigts de s'offrir Tyson Fury, nous sommes en boxe. Oui, en clôture d'une prestigieuse soirée de boxe en Arabie Saoudite, Tyson Fury a battu Francis Ngannou par décision partagée. Le monde entier avait les yeux rivés sur le choc entre les deux titans. Dans ce grand combat, 2 poids lourds iconiques étaient opposés. D'un côté, Fury, 34 combats, 33 victoires et 1 nul, qui arrivait invaincu avec son statut de champion du monde dans la catégorie reine. De l'autre, Francis the Predator, le prédateur Ngannou, ex-champion de
l'UFC qui effectuait ses débuts en boxe anglaise. Après des semaines d'attente et un face-à-face intense entre les deux athlètes, le combat a livré son verdict. Au final, Tyson Fury s'impose par décision partagée 94-95 pour Ngannou, 96-93 pour Fury et 95-94 pour Fury encore. L'Anglais conserve donc son invincibilité. C'était le journal des sports, une signature de Famourou Djourté. Merci. Focus Santé. La chronique santé parle aujourd'hui de l'anémie, une baisse de la quantité d'hémoglobine dans le sang en cas de perte du sang. On parle aussi d'anémie. Focus Santé est une réalisation de Koumba Sissé. Sibiri Sidibé est anémié et sous le traitement depuis plus de 2 ans à l'hôpital Djoumali. Comme lui, beaucoup de personnes souffrent de cette maladie sans le savoir. L'anémie peut s'installer progressivement ou brusquement chez une personne. Que faut-il comprendre de la maladie? Professeur Yacouba Diallo, hématologue. L'anémie est une situation clinique très fréquente dans notre pratique quotidienne qui se caractérise par une baisse d'un pigment qu'on appelle l'hémoglobine dans le sang. Et puisque ce pigment transporte l'oxygène, quand ça baisse, ça va entraîner des essoufflements, donc une blancheur. Donc, chez l'homme, le taux d'hémoglobine normal ne doit pas être inférieur à 13 chez un adulte. Et chez la femme, c'est 12. Donc quand ça baisse en dessous de ça, donc on peut être en situation d'anémie. Maintenant, en fonction de la profondeur, les signes cliniques vont varier. Si notre premier malade vient pour ses contrôles, la seconde du nom de Maïmouna Kamara est hospitalisée pour des soins. Ça a commencé par les maux de tête, surtout des vertiges. Je me sentais faible et tout ce que je mangeais, je vomissais. Nous sommes partis au niveau d'une première clinique qui a fait cas de palu. Donc ils avaient traité l'anémie mais sous forme de palu, mais ça n'a pas du tout marché. C'est en dernier lieu qu'ils ont vu que j'étais anémique. Donc c'est là maintenant qu'ils m'ont proposé de venir ici à l'hôpital du Mali. Et après quelques jours d'hospitalisation et de traitement, ça va, je me sens beaucoup mieux. Les causes de l'anémie peuvent être dues à un manque de fer, de vitamines, à des situations inflammatoires, entre autres. À l'hématologie de l'hôpital Djoumali, cette pathologie constitue la première cause de consultation et elle peut être diagnostiquée et traitée dans toutes les unités médicales, comme par exemple la pédiatrie, la chirurgie ou l'infectiologie. Dans le traitement de certains patients, la prudence doit être de mise, sinon des complications peuvent arriver, selon le professeur Diallo. Tous les cas que nous avons vus récemment sont des situations où il y a des saignements importants et souvent même certains malades ont eu des insuffisances rénales qui ont même nécessité la dialyse. Ces genres de patients, il faut être très prudent dans leur traitement et éviter autant que possible la transfusion des produits sanguins labiles comme les concentrés de globules rouges et les concentrés de plaquettes. Il y a d'autres situations sur lesquelles la transfusion peut être indiquée, mais vraiment quand la vie du malade est en danger. Je profite aussi pour préciser que beaucoup de fois nos collègues mettent les malades sous fer et dans certaines situations même l'apport de fer peut être très très grave et nocif pour le malade. Il faut chercher à savoir quelle est la cause. On peut avoir des patients qui ont des problèmes d'avortement au niveau des globules rouges et ces situations, il faut vraiment des traitements spécifiques. Donc l'anémie peut être d'une cause simple avec un traitement facile, d'une cause plus compliquée avec des traitements plus compliqués. Le traitement de l'anémie peut se faire dans une courte durée, tout comme dans une longue durée. Tout dépend de ce qui est à l'origine de la maladie. Focus Santé. C'est ce numéro de Focus Santé qui me fait à ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la coordination éditoriale et à la rédaction en chef Bourama Traoré. La réalisation est assurée par Lassina Keita, à la mise en ligne Cheikh Abdul Aziz Koulibaly, à la mise en onde Bintou Traoré. La prochaine grande édition, c'est à 19h30. D'ici là, excellent moment de radio en notre compagnie. Au revoir.